Mes amis, le Québec est debout. Le peuple québécois, par son vote majoritaire aujourd'hui, vient d'affirmer au monde qu'il existe. Cette affirmation sereine et démocratique, rien ni personne ne pourra maintenant l'effacer. Oui. Bonjour, madame. C'est à toi qu'il faut demander ça. J'allais t'appeler, là. Il était 9h15. Je suis en train de faire du cinéma contre les oliviers, là. Tu sais, le moulin. Le moulin. À tout à l'heure. C'est ma femme. Avant le référendum de 95, ma femme et moi décidons de prendre 15 jours quelque part. Première condition, c'est qu'il n'y ait pas de Québécois. Juste pour être certain d'avoir la paix. Puis on s'est fait prendre au jeu. Ce sont les restants d'une ancienne batterie qui avait servi au général Dugommier pour assiéger le fort Saint-Elme, occupé à l'époque par les troupes espagnoles du général Ricardos. Voilà, et pour nos amis canadiens, nous allons donc longer maintenant la vigne de Monsieur Parizeau. Celle-ci se trouve exactement à votre droite, là. Au Québec, il n'y a jamais eu qu'un seul monsieur, Jacques Parizeau, le plus aristocrate de nos premiers ministres, le plus sûr de lui, du moins jusqu'à l'échec, encore mémorable, de l'indépendance du pays. Il y a manifestement des événements qui secouent tellement que pendant un certain temps, on est troublé, on est profondément troublé là, par l'avenir, par l'orientation des choses. C'est très triste que j'ai perdu. Alors, s'il faut que j'ajoute des états d'âme à ça, ça devient insupportable. Enfin, insupportable pour l'intéressé. J'ai suivi Jacques Parizeau pendant près d'1 an, dans les rues de Collioure comme dans celles de Montréal, pour voir comment un homme comme lui, un homme né pour réussir, composait avec l'échec du référendum. À un moment donné, j'ai compris que je n'y arriverais pas. Tout simplement parce que Jacques Parizeau n'est pas le genre d'homme à vouloir étaler ses blessures. Quand on dit d'une femme qu'elle doit toujours garder une part de mystère, c'est vrai. D'un homme, c'est pareil. On appelait ça autrefois le 7e voile. C'est celui de Salomé. Cherchez à vous comprendre, M. Parizeau, ce que on s'évertue à faire depuis des mois, c'est de lever le voile. Mais c'est ça. Et moi, en un certain sens, c'est de résister à la tentation de le lever. J'ai certainement peur d'un certain nombre de choses. À part ça, je peux même vous dire autre chose. Mes peurs changent d'époque en époque. Mes craintes, mes appréhensions. Pourquoi j'étalerais ça sur la place publique? Si on frotte un peu devant les caméras de télévision, là, tout le monde est sur le même plan. Tout le monde est mis à nu. Tout le monde à poil. Ben non. Non. Je vois pas les choses comme ça. Les amis, c'est raté, mais pas de beaucoup.
Je suis membre depuis quelques années d'une des 5 composantes de l'Institut. L'Académie française en est une. Moi, j'appartiens à l'Académie des sciences morales et politiques. À titre étranger, bien sûr. Je suis membre correspondant. J'hésite un peu. Je dirais c'est très touchant. C'est comme si tout à coup, à mon âge, mon enfance et le genre d'éducation que j'ai reçu me faisaient un clin d'œil. Ma famille est une famille de bourgeois. Ça a une profonde influence sur moi. Ce que ma mère appelait la valeur travail. En un certain sens, on justifie un peu son existence par le travail qu'on y met. Une sorte de libéralisation de l'esprit, d'ouverture de l'esprit, une très grande curiosité intellectuelle. On n'a pas le droit, dans ce milieu, de ne pas avoir une sorte de minimum de culture, si vous comprenez ce que je veux dire, et puis de culture assez étendue. Une habitude de l'argent. Et si on me demande de résumer ça, là, je la présente toujours un peu de la même façon. Je suis un bourgeois et j'en suis très fier. Mais je ne vous cacherai pas que quand je reviens d'Europe, après 5 ans, là, j'arrive d'Angleterre, où j'ai passé presque 3 ans. J'ai mon doctorat en poche. J'arrive au Québec, là, qui connaît les dernières années du système Duplessis. C'est pas drôle. Mon Dieu, que j'ai failli revenir souvent. Les 2 premières années ont été effrayantes. Heureusement, ce sont des années où j'ai rencontré ma femme et je me suis marié. Au moins, ça permettait de penser à autre chose. Je me suis rendu compte en revenant au Québec à quel point d'avoir un doctorat de Londres me faisait passer dans les rangs des compétents. Ça, c'était une découverte pour moi. On vivait dans une atmosphère où nous étions, dans l'ensemble et globalement, collectivement, des incompétents. Puis là, tout à coup, j'arrive avec un doctorat anglais. Je ne pouvais pas être un incompétent. Ce serait ni eux-mêmes. À ce moment-là, d'abord, je suis fédéraliste. Et la plupart de mes amis sont fédéralistes. Et on m'invite à Banff pour présenter une conférence sur l'état du fédéralisme canadien. Et moi, je travaille avec Le Sage, son cabinet. Et là, je suis avec Daniel Johnson, le père. C'est vraiment l'époque des grandes charges de cavalerie. On est un peu au Canada, nous autres, on est les Texans, les cowboys du système. Et le droit à une éducation conforme aux aptitudes de chacun est un droit fondamental. Et puis, au fur et à mesure que j'avance, je me rends compte à quel point on a enlevé graduellement au gouvernement fédéral les pouvoirs d'un véritable gouvernement. Et à quel point on a transféré des pouvoirs à Québec. Il n'y a plus de gouvernement véritable. Alors, je traverse les prairies, là. Et quand je débarque à Banff, la conclusion de mon texte est clairement souverainiste. C'est dans le genre... je vois pas très bien comment on peut éviter le fait que le Québec devienne, tôt ou tard, un pays souverain. C'est René Lévesque qui est la clé, c'est l'idéal. Ah oui, non. C'est une combinaison des deux. C'est Lévesque, ce que il représente, c'est ma propre conviction qu'il faut aller à l'indépendance du Québec. Ça, c'est mêlé. Ça, c'est les deux ensemble, bien sûr. C'est là que je deviens un homme d'une cause. J'étais jusqu'à ce moment-là, un homme d'un raisonnement. Là, je deviens un homme d'une cause. Il faut quitter la défensive. Il faut pouvoir convaincre l'opinion publique et démontrer aux gens qu'avec un gouvernement
doté des pouvoirs réels de gouvernement, ce que nous n'avons jamais eu. L'avenir économique n'est pas seulement un avenir économique de défense, de flottement, de stabilisation, mais un avenir économique de progrès matériel même, puisqu'enfin les gens y tiennent et ils ont raison. La souveraineté du Québec, elle sera en effet acquise le jour où on sera tous décidés ici. Il restera juste à en négocier les modalités. Il y a eu deux, à mon sens, il y a eu deux grands leaders du Parti québécois, c'est René Lévesque, et à un degré moindre, si vous voulez, Parizeau. René Lévesque qui était charismatique, le nom de la grâce, ça vient de cela, du mot grec grâce, charisma. Et il y avait une adhésion spontanée, charnelle. Et dans le cas de Parizeau, c'était très différent, parce que ça, à la fois sa stature et sa personnalité, il y avait une adhésion intellectuelle. In the North American context, it's very definitely more to the left and the sort of thing that North Americans usually envisage. Il y avait je dirais plus d'admiration même chez les gens pour Parizeau, peut-être que pour Lévesque. Lévesque était aimé, il était aimé, mais on ne lui a pas donné son rêve. Hein. Parizeau était admiré, en tout cas, pour ses connaissances et sa force de caractère. Et on se sentait confortable, hein, on se sentait en sécurité avec Parizeau. Il savait ce que Parizeau lui apportait, cette crédibilité d'un milieu économique, tout ce qui manquait à Lévesque, une espèce de rationalité. M. Parizeau n'est pas particulièrement rationnel, mais enfin, c'était l'image quand même qu'il projetait, puis Lévesque avait toujours l'air un peu énervé, excité, agité même. Pour M. Lévesque, c'était très important ce que représentait Parizeau, ça c'est sûr. Je ne dirais pas qu'il s'en méfiait, mais M. Lévesque avait beaucoup le sens de l'humour. Et puis il savait très bien que M. Parizeau pouvait partir sur une idée, là, bonne ou mauvaise, réelle ou fausse, et puis y aller, là. Je veux dire, il n'y avait plus rien qui pouvait l'empêcher de penser que c'était ça, là. Or, les prémices pouvaient être fausses, puis là, il était parti, puis il était rendu bien, bien loin. Alors, M. Lévesque savait ça. Devant nous, il pouvait taquiner M. Parizeau en l'absence de M. Parizeau. Il aurait peut-être pas osé en sa présence. Mais je pense que sans s'en méfier, il le connaissait suffisamment bien pour savoir ce qu'il devait prendre, ce qu'il devait laisser dans ce que Parizeau lui racontait, dans ce que Parizeau lui disait. Je me souviens que René trouvait qu'il exagérait. Il y avait une formule, quand Parizeau n'est pas dans le complot, il est dans le drame. Alors René avait dit ça un jour. Mais c'était là un peu la différence. Là, l'évêque pouvait se méfier de Parizeau dans ces cas-là. Mais sur les grands enjeux économiques, si ma mémoire est bonne, je crois qu'elle ne flanche pas, je n'ai aucune souvenance d'un profond désaccord sur les questions économiques entre Parizeau et l'évêque.